Des adversaires politiques et peut-être également des adversaires philosophiques. Alors vous publiez deux livres aux beaux titres mystérieux. Vous, Michel Onfray, c'est Le recours aux forêts, la tentation de Démocrite. Ça veut dire quoi? Il faut se retirer dans sa tente, dans la cabane au fond du jardin, c'est ça, hein? C'est un peu ça, oui. J'ai pris prétexte de Démocrite, qui a été un philosophe célèbre, adulé, qui écrivait beaucoup, qui avait beaucoup de succès au point que Platon a voulu même faire un autodafé des œuvres de Démocrite, le matérialiste, le sensualiste, enfin le presque épicurien, puisqu'il invente l'atomisme qui donnera par la suite Épicure. Et puis un jour, il en eut assez de ce qu'il avait vu et il a construit une petite cabane au fond de son jardin. Il a voulu vivre le restant de ses jours dans cette cabane. C'est une tentation que j'ai. Alors vous, Alain Finkielkraut, votre livre s'intitule Un cœur intelligent. Alors c'est un des grands succès de la rentrée, hein. C'est incroyable. Hein. Si vous le dites. Ça, vous êtes en tête des ventes dans la catégorie essai, donc c'est aux éditions Stock Flammarion, c'est une coédition. C'est un livre très personnel où vous parlez des livres qui vous ont marqué, qui vous ont touché. Oui. Toute une série de livres, Tout passe de Vassili Grossman, Le premier homme d'Albert Camus, La tâche de Philippe Roth, enfin, etc., etc. Oui, si vous voulez, on me présente, et sans doute est-ce de mon fait, comme un défenseur belliqueux, inquiet, voire maussade de la culture. Et en effet, je dis, si la culture disparaît, nous n'aurons pas à nous en réjouir. J'ai voulu, dans ce livre, passer de la défense à l'illustration. C'est-à-dire, qu'est-ce que la littérature? Nous entrons peut-être dans une société post-littéraire, mais qu'est-ce que, contrairement, on perdra si, précisément, on continue à se détourner de l'art et de la littérature. Ouais, alors... et je suis donc passé par ces œuvres pour le démontrer. C'est évidemment la force de ce livre qui démontre l'intérêt et l'importance de la littérature. Mais alors, ce que vous aimez dans la littérature, vous le dites, c'est la nuance. C'est la nuance. C'est la nuance. Oui, hein, c'est la nuance parce que, oui, je n'aime pas que je crois que la littérature doit être conçue comme un instrument de connaissance, au même titre que la philosophie, par exemple. La littérature, les grands romans sont des modalités de la connaissance. Il faut ajouter la nuance précisément parce que nous sommes sortis, nous ne sommes peut-être pas encore sortis, d'une époque intensément idéologique, et l'idéologie consiste à réduire toute la complexité du monde à un affrontement binaire, à une sorte de mélodrame. Et ce mélodrame, nous sommes sans cesse tentés d'y revenir. L'idéologie dépeuple le monde, il ne reste plus que deux grands acteurs, l'oppresseur et l'opprimé, entre lesquels il n'y a pas à choisir, on choisit l'opprimé contre l'oppresseur, et la littérature réintroduit dans cet univers la nuance parce que les romans sont face à cette fascination du chiffre 2 comme les gardiens de la pluralité humaine. Ah ouais, alors donc ça, je suis sûr, ce discours, ça vous énerve un peu, Michel Onfray, parce que le roman, c'est aussi la colère, la révolte, la rage, la folie aussi. Non, mais ça dépend des romans. Je trouve ça dépend des romans. A raison. Oui. Je souscris à tout ce qu'il dit, simplement j'aurais pas fait le même choix, ça me paraîtra pas étonnant, mais de fait je crois qu'un grand roman c'est un endroit où on met probablement plus de philosophie que dans un certain nombre de traités de philosophie. Je trouve que Céline par exemple, ou Gracq, enfin mes choix je dirais. Oui, allez-y, continuez. Pourquoi? Vos choix, continuez, oui. Oui, moi je n'aurais pas effectivement fait ce choix-là, mais en même temps c'est un autre portrait. Mais pourquoi voulez-vous que non, vous n'avez pas fait ce choix. Est-ce que c'est parce que mon choix vous paraît... Pas du tout, je trouve que c'est une espèce de portrait chinois, je trouve ça intéressant, mais pas du tout. Ah bon, non, mais calmez-vous, je n'ai pas du tout l'intention de vous agresser, je dis que nous aurions fait l'un l'autre, et ça me paraît normal, puisqu'on s'est installé sur le registre de l'adversaire, un autre choix. Il y aurait eu Joseph Delteil, parce qu'il y aurait eu Albert Cohen, parce que j'adore les stylistes, et bien parce que je pense que si on lit Métaphysique de l'amour, par exemple, de Schopenhauer dans Le Monde comme volonté, comme représentation, ça peut paraître très austère, et c'est superbement raconté. Colette aussi, je suis sûr. Superbement raconté dans Belle du Seigneur. Et je trouve qu'on peut faire Colette aussi, parce que à cause de... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc il y aurait eu effectivement tous ces auteurs-là. Alors, je vous propose maintenant d'aborder plusieurs sujets qui sont traités dans vos livres respectifs. D'abord, la culture. La culture, est-ce qu'elle est menacée pour l'un et l'autre au moment où Google, Amazon et tant d'autres prétendent mettre la main dessus? Oh, elle est menacée. Je crois qu'il faut dire, il faut appeler les choses par leur nom. Oui. Allons-y. On m'accuse, moi, de parler de décadence. C'est un terme que je n'utilise pas.
Je lui en préfère un autre qui est peut-être pire. Dégénérescence. C'est le désastre. Nous sommes entrés dans une période de désastre culturel, ou pour dire les choses de manière un peu moins emphatique, dans une période post-culturelle. Tout à l'heure, vous interrogiez sur l'école. C'est le lieu de la transmission de la culture, mais il faut utiliser, il faut dire cette phrase au passé aujourd'hui. C'était le lieu de la transmission de la culture. L'univers communicationnel rend, en effet, là nous en venons peut-être à Google, cette transmission impossible. On le voit avec les portables et les SMS. Des élèves perpétuellement connectés n'ont plus d'attention pour les cours, et d'ailleurs, les professeurs eux-mêmes tendent à remplacer la transmission de la culture, qui est quelque chose de plus en plus étrange et de plus en plus étranger, par le décryptage de l'actualité et d'une certaine manière l'enseignement des valeurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire des cours de droits de l'homme et des cours d'antiracisme. Et donc il faut regarder les choses en face, appeler les choses par leur nom. La culture appartient au monde d'hier. Michel Onfray. C'est un discours de généraliste, parce que si vraiment on est sur le terrain, en étant un peu nominaliste, c'est-à-dire en allant voir cas par cas, c'est mal rendre justice à un certain nombre d'enseignants qui font correctement leur travail et qui donnent la passion. Ma compagne est prof d'italien dans un collège, je vois à quoi ressemble son cours. On y apprend. Et puis il se passe des choses chez nous d'ailleurs à Argentan. Oui, en plus, mais on apprend dans un cours d'italien au collège à aimer la peinture, la littérature, le cinéma italien. Il y a des profs de latin qui enseignent l'amour de la littérature latine, il y a des profs de philo, il y a des profs de lettres, il y a des gens qui sont même capables de passionner des élèves pour l'histoire ou pour la géographie. Donc l'idée du grand discours décadentiste, on peut imaginer effectivement qu'il y a une éducation nationale qui ne fait pas son travail dans la logique politique, parce qu'effectivement c'est le marché qui aujourd'hui fait la loi à l'école et les profs font les frais de cette aventure. Et puis une masse considérable de professeurs qui font correctement leur travail, qui sont mal payés, qui sont même pas payés en symbolique, qui en plus de ça croient à ce qu'ils font et ont un sens du service public qui est concret, qui est pragmatique. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a ces professeurs-là. Donc il ne faut pas dire ça. Simplement, il faut pas dire que ils se heurtent à un univers technologique contre lesquels ils ne peuvent rien et à une idéologie qui va dans le sens de cette technologie. Ouvrez les manuels. Magnard dépoussière les classiques et fait briller les contemporains. Les classiques n'existent qu'à condition d'être dépoussiérés. Ou bien tel manuel où vous avez, par exemple, sur la page de gauche, une fable de La Fontaine, Le Loup et l'Agneau, et sur la page de droite, une publicité pour la voiture Innocenti. Ce sont les manuels qui disent cela. Alors que les professeurs résistent à la technologie, résistent aux manuels. C'est vrai dans certains cas, mais c'est toujours plus difficile pour eux puisqu'ils ne se sentent absolument pas soutenus. Râler contre les pédagogues, contre les gens qui bossent pas, qui rencontrent jamais les élèves, contre les inspecteurs, enfin contre la police de l'éducation nationale qui fait la loi sur le papier et nous invite à écrire des manuels de ce type-là. Et je suis d'accord avec vous, les manuels sont bien souvent nuls, mais pas les enseignants qui font avec ces manuels-là et qui ne sont pas tenus de s'occuper de ces pages les plus nulles, des manuels les plus nuls. En accusation chez vous aussi, Alain Finkielkraut, vous qui n'aimez pas ce qui est moderne, il y a la télévision. Ce que vous appelez la grande bouffe oculaire. Hein, oui. Qui est le paradis et le réceptacle de quelque chose que vous détestez particulièrement, c'est la dérision. Non, alors attendez, je regarde la télévision, je suis un téléspectateur, mes parents ont acheté la télévision en 1955 et je passe un certain temps, ou je passais, parce que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, un certain temps de ma vie à regarder la télévision. Donc je ne vais pas non plus me construire une position d'extériorité particulièrement artificielle. Alors il est vrai qu'à la télévision aujourd'hui prévaut une certaine modalité du rire à laquelle je suis allergique. Et j'ai été obligé d'y réfléchir dans ce livre, puisque mon livre s'ouvre sur une lecture de la plaisanterie de Kundera. Et cet homme, Ludwig, qui a une propension funeste aux blagues, eh bien, connaît un destin funeste à cause de cette propension. Il envoie à une jeune fille qu'il drague et qui se refuse à lui pour des raisons révolutionnaires, une carte postale ainsi libellée, l'optimisme et l'opium du genre humain, l'esprit saint pue la connerie, vive Trotsky, signé Ludwig, nous sommes en 1948, dans une ambiance révolutionnaire, il en subit toutes les conséquences. Et je me suis dit, voilà, c'est la blague contre l'esprit de sérieux. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas menacés par l'esprit de sérieux. Nous sommes menacés, pas menacés, nous vivons sous le déferlement d'une sorte d'hilarité perpétuelle. Et je pense que ça n'a rien à voir. On fait blague de tout, et ça n'a rien à voir avec la plaisanterie kundérienne. Il y a des degrés dans la dérision.
Il y a des degrés dans la dérision, Ouais, de attention, parce que l'humour, Michel Onfray, le lui, plus il aime le discret. rire, forcément, parce qu'il est nietzschéen. Et Non, Nietzsche, pas seulement. Nietzsche a une Moi, célèbre je- phrase de Nietzsche, vous savez, prenez une brochette de philosophe, celui qui rit, c'est le bon. Hein. Mais écoutez, si je commence par Kundera, il faut croire que j'aime l'humour. Et si j'intègre Philippe Roth, il faut croire que j'aime l'humour aussi. Donc c'est pas la Pas question. dans la c'est- tâche, il n'y a pas trop d'humour. Si, quand il y a, même. il y a C'est une la satire, drôlerie c'est perpétuelle. la satire que vous Mais alors, n'acceptez d'accord. pas. Alors la satire. C'est le degré ultime de la satire. Vous y avez eu droit, j'y ai eu droit régulièrement dans la presse. Et le signe de la presse libre, c'est la possibilité de la satire. La possibilité de se faire insulter, comme je l'ai été, méprisé, traité de con, de tous les noms, etc., de Jdanov, de la philosophie. J'ai eu droit à tout ça. Et c'est tant mieux. C'est le signe que la presse est libre. Et je trouve qu'il y a effectivement des gens dont vous avez parlé, enfin Guillon pour ne pas le nommer, dont vous dites qu'ils s'attaquent à des personnes, etc. Ça fait partie des libertés. Et c'est peut-être parfois dans l'espèce d'excès de liberté qu'on voit que la liberté véritablement. Il vaut mieux un excès de liberté qu'un défaut de liberté. Y compris et surtout quand on en fait les frais. Je suis pour un excès de liberté, mais je vais dire les choses de manière très claire. La satire est une modalité du rire. C'est pas ma modalité préférée, mais elle a sa place. Elle a sa place. Simplement, il y a une exigence pour la satire. Une exigence. Il faut qu'elle soit ponctuelle. Si vous voulez, il n'y a aucun mérite, aucun courage à provoquer sa grand-mère, comme disait Chesterton, ou à s'attaquer Strauss-Kahn n'est pas la grand-mère. sous couleur de défier le pouvoir, à faire comme tout le monde. Si vous voulez, il ne faut pas oublier aussi que si le rire est le propre de l'homme, eh bien les lyncheurs ont toujours ri. Et aujourd'hui, le rire est une modalité du lynchage. Et aujourd'hui, les hommes politiques sont les boucs émissaires de cette société qui, précisément, en riant d'eux, ne rit jamais d'elle-même. Nous avons déserté, en nous focalisant sur le président de la République, sur tel ou tel responsable politique, nous avons déserté le champ du risible. Et là, moi, je voudrais citer Philippe Muret. Voilà quelqu'un qui riait de ce que cette société avait de risible. Il n'a pas de successeur. Les SMS, le portable devrait faire rire. Non, on ne rit pas de ça, on rira de la taille du président de la République ou du fait que sa principale opposante il se fait voir est un en peu grosse. short, il se fait voir en grégaire, il se fait voir et c'est minable. torse nu, il fait voir son ventre, ses hanches, ses fesses, il nous fait voir en train de transpirer, il se fait voir en train de transpirer sur les marches de l'Élysée en culotte à manches courtes comme un petit garçon. Je veux dire, quand vous faites ce genre de choses, vous avez droit à ce genre de satire. Le jour où le général de Gaulle serait apparu en jogging ou en short sur les marches de l'Élysée, il aurait eu droit à ce genre de critique. Quand on expose son corps, comme les politiques le font, il faut s'attendre à ce que d'autres puissent commenter ce corps qu'on expose et en faire autre chose que ce que les communicants voudraient faire du corps du roi. L'humour. Qu'on puisse rire du corps du roi ou de la reine ou de la princesse, de ces gens qui n'ont pas d'humour et qui font la loi. Politicienne, elle est fatigante. Mais il y a quand même chez vous une conception différente du pouvoir. Il y a une conception différente du pouvoir, c'est-à-dire que moi j'ai lu avec passion ce très beau texte, pour le droit au fou quand il qui est un texte. Alors ce texte, le recours aux forêts, c'est un texte poétique magnifique. Ce sera joué d'ailleurs bientôt à Caen. Très beau texte, mais c'est d'une violence sur la politique terrible. Vous dites tous nos gouvernants sont des Caligula. Le prince n'a pas assez de mains pour étouffer. Vous avez une vision extrêmement noire du politique. Elle n'est pas noire. Je pense qu'elle est lucide. Regarder comment ça fonctionne. Enfin, tous les discours qu'on a entendus tout à l'heure, chacun joue son rôle, on fait semblant d'être de droite, on fait semblant d'être de gauche. J'ai appelé une fois un homme politique qui était tout à l'heure sur votre plateau pour lui demander qu'il me rappelle parce que on avait besoin d'argent pour l'université populaire où il y a une quinzaine de bénévoles à faire ce que nous faisons. Il ne m'a jamais répondu. Ouais. Il vient de me dire, je vous ai jamais rappelé, vous m'avez demandé de l'argent. C'est quand même le rôle de ces gens-là. Peu importe, je veux dire, le problème n'est pas là. Mais je veux dire que quand on a c'est important de le dire, on veut savoir, c'est pas peu importe. C'est ce monsieur philosophe là. Et je trouve que le socialiste, et quand on a cette arrogance, cette suffisance, ce mépris, quand on considère qu'on est propriétaire du pouvoir, qu'on n'est pas un représentant. Moi, je l'appelais en tant que responsable, député européen de la région qui est la mienne, à savoir la Normandie. Au minimum, on rappelle pour dire qu'on ne pourra pas aider ce dossier qui permet à je ne sais combien de milliers de personnes de suivre des cours de philosophie pendant une année. Enfin, ceci dit, peu importe. Donc, il faut bien que de temps en temps, on accepte que dans une société, on puisse se moquer de ces gens-là qui se moquent du monde. Écoutez, arrêtez de dire de temps en temps. On s'en moque tout le temps. Je répète, le rire de l'humour déréglait les unions sacrées, le rire des amuseurs désigne des victimes sacrificielles et à peine élu, l'homme politique devient notre bouc émissaire. Et c'est une sorte de... Si vous voulez, c'est un pour tous au moment de l'élection et tous contre un après l'élection. Et je trouve que, si vous voulez, ça fait partie... Alors là, pour le coup, de ce que Nietzsche appellerait le grand ressentiment démocratique. Et de ce ressentiment, nous n'avons rien à attendre de bon. Ouais. Vraiment ?
Non, moi je pense que quand on s'expose comme les politiques s'exposent, il faut bien qu'ils acceptent qu'on puisse les critiquer, utiliser la dérision et parfois enfoncer le clou. Bon, alors il y a une grande contradiction entre ces deux livres. C'est marrant, ça saute aux yeux quand on a fini. C'est que vous détestez l'époque. Finkielkraut, mais vraiment, vous la vomissez de tous les côtés. Ah oui, dès que vous pouvez dire une horreur sur que ce soit les portables, la télévision, enfin, etc. C'est pas tellement dans mon livre, les portables. Vous, Michel Onfray, non. vous avez un gros problème avec l'humanité, quand même, avec l'espèce humaine. Ah, c'est l'époque et l'humanité. Ouais. Ah non, moi j'aime la vie. Ouais. Non, vous aimez la vie. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites parfois, enfin, je sais que c'est pas toujours vous qui parlez, mais... Il y a deux parties dans ce livre. Hein. Oui, une première partie qui est très critique et une deuxième qui est le remède à cette première partie, une espèce de permanence de l'apocalypse. C'est un traité des consolations qui fonctionne avec. J'ai bien compris. Et si l'on est hédoniste, c'est bien parce que le... vaut mieux que l'homme. Diogène avait raison. Je suis sûr que vous ne le pensez pas tout à fait, mais vous le pensez quand même un peu. Bon, j'adore les chats, moi. Mais je trouve qu'il faut savoir mordre. Enfin, je trouve qu'effectivement... Oui, je crois que peut-être la différence est là tout entière. Mais non, mais il y a des chiens policiers, il n'y a pas de chats policiers. Oh non, arrêtez. Ah bah non, c'est une plaisanterie. Ah bon. Vous aviez le sens de l'humour tout à l'heure. Oui, mais je l'ai perdu. Gardez-le. Oui. Mais alors, ce débat entre ce qui est affreux, c'est l'époque, et l'autre, ce qui est affreux, c'est l'espèce humaine. Je caricature un peu, mais je résume un peu, non? Je ne déteste bien, oui. Alors, quand même, je sais dans quelle époque je vis, et je sais que, historiquement, quand même, je suis un privilégié. J'appartiens à une génération, ou à une succession de générations, protégées par la guerre, protégées de la guerre par la dernière guerre. Donc, cette paix, j'en bénéficie. Il y a, d'une part, d'autre part, nous vivons dans un état de relative abondance. D'autre part, dans cette époque, j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai connu cela, donc l'amour, l'amitié, qui ont rempli ma vie. Et ça, je le dois à l'époque. Je ne suis pas tombé amoureux d'une femme du XVIIe siècle. Je n'ai pas des amis simplement parmi les écrivains morts. Donc tout cela, je dois en tenir compte pour signifier mon rapport à l'époque. Ce que je constate, en effet, c'est que, disons, même en entendant votre débat, si vous voulez, moi, j'ai une certaine idée de la France où je ne me retrouve plus aujourd'hui. Et quand j'entends dire qu'il y a autant d'idées françaises que d'identités françaises que de communautés françaises, j'en suis désolé. Je suis un enfant d'immigrés, comme on ne disait pas à mon époque, ou un immigré de la deuxième génération, mais j'ai toujours eu une grande affection pour la France, pour la place que la littérature occupait dans l'identité française, et le constat de sa disparition me désole, de même que m'assombrit la disparition de la beauté. Alors maintenant j'aurais le point de vue de Michel Onfray qui, lui, il n'aime pas trop l'humanité. Hein. Non, il ne faut pas dire ça. Non, moi, je crois qu'on a dit du général de Gaulle ce qu'on pourrait vous dire. Vous aimez la France, vous avez du mal avec les Français, dans la cabane au fond du jardin, rejoindre Démocrite. Oui, parce qu'il y a un moment où effectivement... J'ai du mal avec les Français qui n'aiment pas la France. Ah bon, on peut être d'accord, là je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est tout. J'ai pas de mal avec ça. Mais ils sont avec Français qui n'aiment pas la France. d'accord. Non, parce qu'il y a les Français qui utilisent le téléphone portable, les Français qui écrivent les manuels, les Français qui ont des ordinateurs, les Français qui... Alors, si j'aimais pas tous les Français qui utilisent les téléphones portables, que des gens qui n'aiment pas la France. Non, je crois qu'il y a une espèce de nécessité pessimiste. Alain Finkielkraut, il a raison, mais qui reste le fond chez moi. Sur quoi j'ajoute qu'effectivement, où on désespère, et puis on se flingue, c'est pas mon choix, ou alors on considère qu'il faut effectivement construire l'hédonisme là-dessus, c'est-à-dire dire sur le principe de Pascal, on est dans une logique de divertissement. Il y a parfois du divertissement dans la tentation de Démocrite, parce qu'on retrouve ses amis, parce qu'on retrouve les gens qu'on aime, parce qu'on retrouve les livres. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est le retour à l'âme aussi, le retour à l'âme, le repli sur l'âme. Vous savez, il emploie maintenant un mot quand même, qui est le mot âme, chez un anti-religieux comme vous, ça étonne. Mais non, mais il y a une confiscation de l'âme par les religieux et par le christianisme, mais simplement on utilise l'âme depuis toujours. La psyché des Grecs, elle n'a pas grand-chose à voir avec le christianisme. Elle est très en amont. Vous croyez en l'âme, mais vous ne croyez pas en Dieu. Je crois à l'âme matérielle. Je crois à une âme matérielle. Épicure en parle, Lucrèce la raconte, tous les épicuriens disent que l'âme est matérielle. C'est une espèce, je pourrais même être spinoziste en disant que l'âme c'est ce qui enveloppe le corps. Donc oui, je crois qu'il faut cesser de croire que seuls les croyants ont droit d'utiliser le mot âme. Je suis matérialiste, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, je crois simplement qu'on peut revendiquer l'âme, l'esprit, la spiritualité et vouloir une spiritualité athée.
Et vous, alors, vous croyez en Dieu? Oui, vous en parlez en tout cas. Il existe hein, dans le livre, puisqu'il revient régulièrement. La première page le dit. Oui, 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 Attendez, oui. je suis obligé de justifier mon titre. Il faut citer ses sources. Le Talmud dit d'ailleurs, quand on cite ses sources, on accélère la venue du Messie. En l'occurrence, ma source est en effet très prestigieuse. Un cœur intelligent, je n'ai pas inventé cette expression. C'est le roi Salomon qui priait Dieu de lui accorder une perspicacité affective, un cœur sagace et perspicace. Je pense que c'est une nécessité absolue aujourd'hui parce qu'on a vu à la fois les ravages d'une raison purement fonctionnelle, vouée à l'efficacité, sans se soucier d'autre chose, et les ravages d'une sentimentalité ultra simplificatrice. Mais un cœur intelligent, personnellement, je ne le demande pas à Dieu. Cette grâce, je la demande à la littérature. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous croyez en Dieu ou pas alors? Non. Vous croyez pas? Non, je vis même dans l'évidence. C'est parce que le croyant croit, l'athée croit qu'il sait. Et moi, je vis dans l'évidence de l'absence de Dieu. Alors, ce personnage dont vous parlez régulièrement dans ce livre, Dieu, j'en parle au début parce que, à cause du roi Salomon. Mais je dis dès la première page que précisément, on ne peut pas lui adresser cette prière parce qu'il se tait. Et je ne crois pas pouvoir troubler son silence, ni trouver dans les seules écritures, si vous voulez, de quoi nourrir ma passion de comprendre. Même si je pense aussi que la Bible est un monument de pensée. Pour terminer quand même, il y a un point d'accord entre vous. Vous le cataloguez comme réac et vous cataloguez comme gauchiste. Il y a un point d'accord, moi, qui m'a frappé, c'est Camus. Camus, vous adorez Camus tous les deux. Oui, c'est vrai. Hein, j'étais très surpris de voir ça. Un éloge incroyable du Premier Homme, qui est un livre qui vous a beaucoup marqué. Et vous, vous êtes camusien de chez Camus. Hein? Oui, c'est mon prochain livre. C'est votre prochain livre, et c'est quoi? Qu'est-ce qui vous attire chez Camus? Parce qu'à priori, on se dirait, Michel Onfray avec ses idées, il est forcément sartrien. Non, pas du tout. On a parlé dans le petit portrait où il y avait tout et le contraire de tout, il y avait ce mot post-anarchiste qui m'intéresse. Le post-anarchiste, c'est celui qui exerce le droit d'inventaire dans l'anarchisme. Et Camus a été un anarchiste qui a exercé le droit d'inventaire dans l'anarchisme, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire le dernier texte qu'il donne, il le donne à un texte anarchiste. On dit aujourd'hui, social-démocrate, il aurait voté Michel Rocard, quoi, en gros, ou François Bayrou. Je dis, mais pas du tout. Il y a une espèce de compagnonnage de route avec le syndicalisme révolutionnaire. C'est la fin, d'ailleurs, de l'homme révolté, qui suppose que la politique, elle est la chose la plus noble quand on ne la laisse pas aux politiciens. Et c'est la grande leçon d'un Albert Camus libertaire qui, moi, me ravit totalement. Alors, Albert Camus libertaire, je ne sais pas. Au social-démocrate, je ne sais pas non plus. Dans l'homme révolté, Camus dit qu'il peut y avoir des révoltés révoltants, ce qu'il n'y a pas été pardonné, ni par Sartre, ni par André Breton. Et puis surtout, c'est le fils de son père, l'homme qui a dit « un homme, ça s'empêche ». C'est-à-dire un homme ne se définit pas simplement par ses prouesses, pas simplement aussi par ses droits, il se définit par ce que la honte ou le scrupule le retiennent de faire. L'homme qui se révolte est aussi un homme qui se résiste. Merci messieurs, donc vous publiez 2 beaux livres, hein. Le recours aux forêts, c'est un beau texte poétique de Michel Onfray aux éditions Galilée, et puis Un cœur intelligent en tête des ventes chez Stock Flammarion. Merci de ce moment, j'espère que nous aurons l'occasion de vous accueillir souvent, en tout cas vous êtes ici chez vous. Et maintenant c'est le moment d'un peu de dérision, Alain Finkielkraut, c'est le moment de la rubrique de Tanguy Pastureau, quand j'entends le mot culture. Alors, rebonsoir. Rebonsoir, Tanguy. Franz. Dites-nous un peu